Bonsoir madame, bonsoir monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, toujours dans ce cadre de notre émission, votre émission Éclairage, que nous avons eu l'honneur d'ailleurs de vous présenter, le premier numéro il y a 15 jours. Alors, nous avons parlé la fois passée de la cohésion nationale ou cohésion sociale. Aujourd'hui, avec le même invité, nous allons voir comment il faut reconstruire ou encore comment il faut consolider la cohésion sociale. Alors, nous allons y aller, c'est toujours avec le même invité, à savoir Dr André Kabanda Kana. Merci d'être là, Excellence. Merci. Je précise à l'intention des téléspectateurs qui n'ont pas suivi la première émission que notre invité est médecin de formation, études universitaires ici à Kinshasa, spécialisation en néphrologie en Belgique, aujourd'hui ministre près le président de la République et après avoir évolué longtemps au sein du parti UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Merci une fois de plus, Excellence, de vous apprêter à nos questions. Eh bien, nous avions parlé de la cohésion sociale. La fois passée, dans une longue émission de plus ou moins 1 heure. Alors, aujourd'hui, cohésion nationale, cohésion sociale, vous estimez qu'il faut utiliser l'un à la place de l'autre? Merci beaucoup, Oscar, pour me donner à nouveau la parole. Avec votre permission, je voudrais quand même d'abord remercier la RTNC et surtout son DG, M. Kabila Ernest, qui, avec son staff, aussi bien le ministre, le militaire chargé de l'information et communication, qui me permettent aujourd'hui de faire passer le message, ce message qui n'est pas un message comme tous les autres, c'est un message qui rentre dans le cadre de mes attributions gouvernementales. Et donc, cette attribution, vous avez eu l'occasion de rappeler ici, cette attribution qui est celle d'assister le chef de l'État dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, c'est un peu une attribution que je suis en train d'assumer là, à travers vous, à travers la RTNC, plus pour vulgariser, plus pour conscientiser nos compatriotes. Pour cela, nous devons consolider la cohésion sociale, cohésion nationale et l'unité nationale qui sont indispensables pour le développement de notre pays. Alors vous me demandez si cohésion sociale, cohésion nationale, c'est tout à fait la même chose, parce que effectivement, avant de parler de la cohésion nationale, on passe par la cohésion sociale. Il faut qu'il y ait ce vivre ensemble accepté par tous les citoyens. Et comme ça concerne toute la population, alors ça devient une cohésion nationale. Alors vous avez estimé que pour qu'on en parle aujourd'hui, et effectivement tout le monde en parle, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, comme nous, que cette cohésion s'est effritée ou qu'elle n'existe pas encore dans ces pays pour qu'elle soit remise à la surface presque dans tous les milieux aujourd'hui? La question est tout à fait pertinente. C'est indéniable que la cohésion nationale, cohésion sociale dans ces pays s'est effritée pour plusieurs raisons, et cela est visible. Quand la population ne peut pas vivre correctement, ne peut pas manger à sa faim, quand entre les communautés il y a des conflits permanents, quand entre les citoyens on ne peut pas parler le même discours, on le voit d'ailleurs dans les discours de nos compatriotes, la plupart du temps il s'agit d'un discours violent, souvent teinté de tribalisme, de régionalisme, de séparation, de stigmatisation. Ça, ce sont les éléments qui effritent fondamentalement la cohésion sociale. Quand la richesse n'est pas repartie de manière équitable, quand il n'y a pas de justice dans une société, c'est difficile de parler de la cohésion
sociale, de la cohésion nationale. Quand il y a une opposition quasi permanente entre, et ça se remarque quasi tous les jours, dans tous les domaines, il y a une opposition quasi permanente entre le peuple et la classe politique. Pourquoi? Certainement parce que les discours des politiques ne passent pas au sein de la population. Pourquoi? Parce que le peuple, la population, le commun des mortels, a l'impression que les dirigeants politiques sont là pour penser d'abord à eux-mêmes et non pas à ce peuple qui les a mis là-bas. Oui, dans un pays africain, dans un pays, disons, où la religion est profondément ancrée, je crois que c'est des fondamentaux ou des vertus qui devraient en fait être à jour en permanence dans l'esprit de chacun. À votre avis, comment expliquer qu'aujourd'hui, plus que jamais, ces menaces soient présentes dans les esprits de manière, en fait, à vouloir même faire exploser la société? Je crois que ce que vous dites est tout à fait vrai. Notre pays doit être classé parmi les pays les plus religieux, dans lequel le nombre de croyants, le nombre de religions, le nombre de pratiquants est très important. Il suffit de regarder dans la cité, vous avez des religions dans chaque coin de rue. Mais est-ce que le message passe? Est-ce que ces personnes, ils écoutent les leçons ou les messages qui leur sont transmis? Probablement. Mais n'oublions pas que le ventre affamé n'a pas d'oreille. La misère, la pauvreté ont atteint un niveau tellement que on peut écouter toutes sortes de messages. Mais ça ne passe pas tout simplement parce que les besoins primaires ne sont pas rencontrés. Voilà pourquoi on peut avoir toutes sortes de messages. C'est une des menaces de la cohésion sociale. Tout à fait. Tant qu'on ne donne pas à la population l'occasion de satisfaire les besoins primitifs, primaires, c'est-à-dire que chaque citoyen puisse manger à sa faim, que chaque citoyen puisse avoir un toit, qu'il puisse être en mesure de protéger sa famille, faire envoyer les enfants à l'école. Heureusement que nous avons la gratuité des saints. Tant que ces besoins primaires ne sont pas rencontrés, il y aura difficile à dire que, bon, on peut espérer avoir une paix sociale, si vous voulez. D'accord, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui qu'on en parle, est-ce que nous qui en parlons, nous qui relevons ces antivaleurs, avons la chance, au fait, d'être écoutés par l'opinion qui nous suit, étant donné que toutes ces antivaleurs demeurent aujourd'hui? Non seulement vous avez parlé de la pauvreté, mais également il y a d'autres antivaleurs comme la corruption qui engraine notre société, il y a le tribalisme, vous aviez relevé ça la fois passée, il y a la haine, vous aviez encore expliqué ça pendant la fois passée, mais toutes les antivaleurs demeurent aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous complétez en disant votre famille n'a point d'oreille, est-ce que le message peut passer? Il faut d'abord dire que nous sommes dans un contexte tout à fait nouveau, je vais dire. Nouveau pourquoi? Parce que, de un, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays. C'est-à-dire que nous sommes sous un autre régime. Qu'on le veuille ou non, ce régime-là ne doit pas être comparé ou ne doit pas être considéré comme la continuité du régime précédent. Le nouveau président a une vision. Le nouveau président a un programme. Ce programme a été présenté par le gouvernement au niveau du Parlement qui a été approuvé. Et dans ce programme, il y a toutes ces mesures qui sont préconisées pour lutter contre les antivaleurs, pour réinstaurer l'état de droit. Et l'état de droit, la première chose à laquelle il faut penser, c'est la justice.
pour combattre toutes ces antivaleurs que vous venez d'énumérer. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ce nouveau régime, ce président, il a déjà donné le ton. Dans plupart de ses discours, il met en avant le peuple. C'est-à-dire que son action vise à s'occuper du peuple. Alors il faut le consolider, ce régime. Dans ce régime, il y a une lutte qui est engagée contre la corruption, contre les antivaleurs, dans le but de réinstaurer un état de droit. Dans ce régime, le gouvernement qui est en place, dans son programme qui a été présenté au Parlement, il y a des piliers. Et le premier pilier, qui est une attribution dans laquelle je m'inscris, c'est renforcer la cohésion et l'unité nationale. Donc, ce n'est pas une histoire de vous et moi, ni de moi personnellement. Non, c'est une histoire qui doit être, qui est un devoir aujourd'hui de tous les gouvernements et même un pouvoir constitutionnel de tous les citoyens. De faire quoi? De faire en sorte que la cohésion soit reconstruite, soit consolidée dans le but d'aller vers une véritable unité des citoyens, seule condition pour aller au développement de notre pays. Alors, état de droit et cohésion nationale, il y a un lien? Absolument. Comme je l'ai dit dans la première émission, les fondements de la cohésion sociale nationale, c'est la justice. La justice redistributive, la justice juste, la justice, permettez-moi de me répéter, la justice réellement juste, où tout le monde est en dessous de la loi, tout le monde est soumis à la même loi. Le respect des droits des citoyens, voilà le fondement de la cohésion sociale nationale. Donc, on ne peut pas parler de la cohésion si l'état de droit n'existe pas. Parce que dans un état de droit, tout ce que je viens de dire, la justice, le respect des droits, ce sont des fondements de l'état de droit qui sont en même temps les fondements de la cohésion sociale. Donc, l'un, en tout cas, l'une dépend de l'autre. Alors, Monsieur le ministre, nous allons conclure cette première partie qui est en fait destinée, on rappelle, par les menaces. Ce que les gens appellent les menaces à cette cohésion nationale. Si ces vertus ne sont pas observées, si la distribution des richesses n'est pas observée, si on ne parvient pas à éradiquer la pauvreté ou à éradiquer le tribalisme et d'autres antivaleurs, nous risquons de tomber dans quel genre de société aujourd'hui? Mais nous y sommes déjà un peu dans cette société où les besoins primaires de la population ne sont pas rencontrés. Nous sommes déjà dans cette société où la pauvreté a atteint un niveau qu'on ne peut pas qualifier. Nous sommes déjà dans cette société-là. Aujourd'hui, il est question de faire la démarche contraire, c'est-à-dire nous devons sortir de ce cacan-là, c'est-à-dire nous devons combattre la pauvreté dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Nous devons faire en sorte que les droits des citoyens, les libertés soient respectées pour pouvoir effectivement reconstruire et consolider cette cohésion sociale. Voilà. Ce n'est pas une histoire je répète, c'est un engagement qui doit être d'abord du gouvernement, l'engagement qui doit être celui des partis politiques. Parce que c'est bien de s'appeler parti politique et de concourir à l'accession du pouvoir. Mais c'est pour faire quoi? Pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où, post-électorale si vous voulez, où il y a un nouveau régime. C'est quand même assez impressionnant de voir que les partis politiques parlent déjà des élections en 2023 au lieu de s'occuper des problèmes. 3 ans avant, une question globale, comment consolider cette cohésion sociale?
Eh ben, c'est une question intéressante. Comment consolider la cohésion sociale? Mais c'est en faisant ce que nous sommes en train de faire. Il faut que les gens se parlent. Mais on se parle tous les jours. Oui, mais peut-être pas de bonne manière. Parce que quand j'écoute moi la radio, quand j'écoute la télé, quand je vois la télévision, et que j'écoute les discours de la plupart des politiques, c'est souvent un discours violent. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez les vidéos qui circulent, les discours sont souvent violents. Les stigmatisations, c'est quasi en permanence. Il n'y a pas un discours sincère entre les citoyens, entre les communautés. Donc il faut que les gens se parlent de manière sincère, ouverte, en regardant ce qui est positif dans les uns et les autres, pas chaque fois en s'opposant les uns des autres. Il faut se parler. Se parler entre individus ou bien entre groupes sociaux? Ça, pour arriver aux groupes sociaux, oui, c'est ça, mais commencer par les individus. Oui, comme entre partis politiques aujourd'hui. Se parler, ce n'est pas toujours le dialogue dans le sens où on l'entend pour se mettre autour de la table et se partager. Non, non. C'est-à-dire que les partis politiques qui se prétendent être là pour le peuple, ils devraient contribuer à l'éducation de la population, à la sensibilisation de la population, à ces valeurs que nous avons perdues, à ces bases, ces fondamentaux qui doivent nous permettre de construire, de consolider cette cohésion nationale qui nous permettra effectivement de faire quoi? De travailler de manière cohérente, la main dans la main, pour consolider cette démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie, il y a toute une multitude de partis politiques, il y a un discours libéré, tout le monde est libre de s'exprimer. Mais pour dire quoi? En attendant les élections en 2023, on devrait quand même aussi s'occuper du civisme, du patriotisme, parce que ces deux valeurs, aussi, nous les avons perdues. Mais vous êtes vous-même un homme politique, et nous avons des centaines de partis politiques dans ce pays qui ne se parlent pas correctement, au contraire. C'est des insultes, c'est du n'importe quoi. Nous avons les églises, mais nous avons également l'éducation formelle, et puis les ONG et d'autres structures qui sont censées privilégier toutes ces vertus-là. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous parler au sens que vous voulez aujourd'hui, au sens que vous voulez là? Oui, je crois qu'on l'a répété depuis le début, nous avons perdu. Pourquoi? Je pense que c'est pas manque très probablement d'un leadership politique responsable. L'État a perdu son pouvoir. L'État, il n'y a plus d'autorité d'État. Vous pouvez aller à travers le pays, il y a des coins où l'État n'existe pas. Et d'ailleurs, on le voit ici à Kinshasa, quand vous sortez ici sur la rue, comment les taximens conduisent. Les conducteurs en général conduisent. On dirait que nous sommes dans la jungle. Donc l'État a perdu cette autorité depuis un temps. Les partis politiques, puisque vous parlez de partis politiques. Oui, les partis politiques qui sont censés... Les partis politiques qui sont censés éduquer en permanence les membres. Les confessions religieuses, vous le dites. Je pense que ces partis politiques ont aujourd'hui seul objectif, arriver au pouvoir. Et on le voit, donc on est en train de parler des élections qui vont venir en 2023. Tout le monde veut être au pouvoir. C'est quoi finalement? C'est ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Exactement. La politique est devenue l'unique job pour s'enrichir dans ce pays. Et on est prêt à tout? Vendre père, mère et enfants pour accéder à un poste politique. C'est regrettable, mais c'est une réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et il faut inverser les choses. Si on n'arrive pas à inverser la dynamique, eh bien on continuera jusqu'au jour où, je pense, la menace la plus importante, c'est la balkanisation, parce que
tant que nous sommes occupés à chercher le pouvoir, pour finalement les intérêts personnels, qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui travaillent autour de nous, les autres pays qui travaillent, on l'a dit ici, je pense que j'ai fait allusion à ça la dernière fois que j'étais ici, nous avons beaucoup de richesses qui sont exploitées par nos voisins et qui, eux, sont plus malins que nous et qui ne cèdent pas à cette manipulation facilement et qui utilisent ces richesses pour rendre heureux leur population. Alors que nous qui sommes les propriétaires de ces richesses, où est-ce que nous sommes? Donc c'est un problème tout simplement de leadership politique, de la prise de conscience des citoyens, en nous disant, nous n'avons qu'un patrimoine commun, c'est ce pays qui est bourré de richesses. Tant que nous ne tenons pas la main dans la main, tant que nous n'essayons pas de parler le même langage, tant que nous ne sommes pas dans l'unité pour travailler ensemble, nous ne profiterons jamais de ces richesses. Alors, cette unité, si vous voulez, chez nous, pour ne pas dire cet exemple, nous avons l'impression qu'elle est battue en brèche, surtout dans le monde politique. Il y a également, c'est vrai, d'autres structures, comme dans les églises, qui prêchent toujours l'amour, le dialogue et qu'on sort, mais ce n'est pas aussi exacerbé que dans le monde politique. Vous avez dit d'ailleurs que les gens sont prêts à sacrifier femmes, enfants, pères, mères et tout ça, et pour ça. Mais alors, le dialogue qui se développe, il n'est pas souvent un dialogue à pouvoir, en fait, faciliter l'unité nationale. Mais là, je voudrais insister, monsieur le ministre, comment donc transformer ce monde qui est devenu comme un monde infernal pour pouvoir ramener tout le monde au bon sens? Je pense qu'avant d'arriver là où nous sommes, nous étions quelque part. Oui. Je ne prendrai que un seul exemple de la période du règne du président Mobutu. On n'avait pas les conflits tels qu'on les a dans les frontières du pays. Il y avait peut-être la corruption, il y avait le détournement de deniers politiques, mais il y avait une paix. Le tribalisme n'existait plus, sauf à la fin du régime de Mobutu, où on a commencé à utiliser cet élément de division pour mieux régner. Et malheureusement, les régimes qui ont suivi n'ont pas été capables d'endiguer ce mal. Donc, la reconstruction du pays aujourd'hui, c'est un long chantier où il faut tout reconstruire, y compris la consolidation de la cohésion sociale, l'unité nationale. Il est vrai que nous sommes, notre pays, heureusement d'ailleurs, nous sommes attachés à l'intégrité de notre pays. Ce qui explique que tous ceux de nos voisins qui essaient de nous manipuler n'ont pas réussi à le balkaniser. Mais ça va durer combien de temps? Donc, dans la reconstruction, qui est aujourd'hui le leitmotiv du nouveau régime, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a fait de son cheval de bataille le bonheur du peuple congolais, je pense que si nous nous mettons tous ensemble dans cette logique, nous arriverons non seulement à reconstruire et à consolider la cohésion sociale, nous arriverons à ce développement tant espéré. Oui, le problème c'est que vous prenez qu'on puisse renouer ces relations rompues par les dialogues, puisque les gens doivent se parler, pour en arriver là, comme vous le dites. Mais le problème, ces dialogues devaient avoir quel soubassement aujourd'hui? Ça, c'est un problème assez sérieux. J'ai dit tout à l'heure qu'on dialoguait, qu'on se parlait tous les jours. Mais le problème, il faut savoir de quoi il faut parler. De quoi un enseignant doit parler à ses élèves, de quoi un pasteur doit parler avec M. Fidèle, de quoi vous les politiciens devez parler avec
les membres de vos partis politiques. Mais ça, c'est un problème sérieux. C'est donc si vous voulez renouer cette relation perdue entre le sommet et la base. Récupérer ces valeurs perdues. C'est-à-dire s'oublier un peu. Il faut être moins égoïste. Penser au bien commun. Et donc, vous venez de le dire, dans les discours des chefs de l'État, souvent, il ne manque pas qu'ils reviennent sur la sauvegarde, la préservation de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale. Ils le répètent assez souvent. Je l'ai dit ici, dans le programme du gouvernement, il y a cela. Dans les attributions ministérielles, notamment mon ministère, il y a cette responsabilité que je dois assumer. En faisant quoi? Sensibiliser. Il faut sensibiliser toutes les couches de la population, en commençant par les partis politiques, en passant par les leaders d'opinion, les leaders de médias. Tout le monde doit... Nous avons vu ici cette fameuse maladie qui nous est tombée sur la tête, le Covid, la Covid-19. Il y a des mesures qui ont été arrêtées pour arrêter la propagation de cette maladie. Si nous n'avions pas fait appel à tout le monde pour vulgariser ces mesures, on n'aurait pas contenu cette épidémie, cette pandémie, pour être au niveau où nous sommes aujourd'hui, qu'il faut apprécier d'ailleurs, qu'il faut tout à fait, il faut s'en féliciter, parce que nous n'avons pas connu la catastrophe telle qu'elle était attendue. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris qu'il faut s'impliquer dans la vulgarisation. Et c'est un peu cela que je suis en train de faire avec vous. C'est ça que nous sommes en train de faire. Il faut vulgariser ces notions de la consolidation. Il n'y a pas, on ne sait pas, il n'y a pas de technicité là-dedans. C'est tout simplement par le discours, par la sensibilisation, par la vulgarisation. Il faut que ça soit non seulement le gouvernement, ça ne va pas être une affaire du gouvernement à travers moi ou à travers les autres collègues membres du gouvernement, ça doit être l'affaire de tous les partis politiques. Ça doit être l'affaire de toutes les confessions religieuses. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui sont porteurs d'une certaine influence sur la population. Et ça doit être l'affaire de tout le monde, tout un chacun. Même le dialogue politique. Je ne voudrais pas mettre l'accent sur le politique, parce que la politique dans ce pays est en train de détruire le pays. Ouais. La politique telle qu'on l'a fait d'ailleurs, hein, c'est pas parce que la politique existe, c'est une notion universelle. Tous les pays à travers le monde font, tous les pays font la politique. Dans tous les pays on fait la politique. Mais la manière dont nous faisons la politique dans notre pays n'est pas appropriée. On ne peut pas faire de l'accession à un poste politique un chemin pour s'enrichir, pour devenir riche. Ça, je pense qu'à travers une justice vraiment indépendante, réellement juste, excusez-moi la tautologie, on doit inverser cela. Oui, justement. Dans la politique, c'est pour servir le peuple et pas pour se servir. Mais les gens, cette course à la politique est due au manque d'une justice distributive, comme on a dit la fois passée. Tout à fait. Parce qu'on estime que c'est dans la politique qu'il faut vite s'enrichir. C'est pourquoi je pense que dans les réformes qui sont en train de se faire dans tous les sens, dans la réforme de la justice, moi je pense que les personnes qui ne respectent pas la loi, ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui, notamment les acteurs politiques, qui se laissent corrompre ou qui détournent les deniers publics, on devrait faire en sorte que le fait qu'il y ait acteurs politiques, c'est-à-dire ministres, députés, sénateurs, mandataires publics, ça devait être un facteur aggravant
dans la sanction qu'il doit avoir, comparé à des citoyens ordinaires. Parce qu'il n'y a que cela pour essayer de redresser. L'impunité, c'est ça aussi la gangrène, qui a fait que on se sent tout puissant quand on est en politique, on détourne l'argent du trésor public, eh bien, on est là, on ne subit aucune sanction. On a vu pas plus tard qu'il y a quelques jours l'affaire de Bukangalonzo. Mais l'argent du trésor public est allé là-dedans. On n'en parle pas. Qui est responsable? Voilà le sens d'irresponsabilité. Non, mais ce n'est pas le sens d'irresponsabilité. Je pense que c'est l'impunité, tout simplement. Alors, impunité, comme également élément ne favorisant pas la cohésion nationale. Vous en avez parlé également de l'existence, au fait, la conséquence de tout ça, de l'existence de la méfiance. La méfiance entre dirigeants et dirigés, ou méfiance entre groupes sociaux ou entre individus. Et cette méfiance, comment faut-il la casser? Eh bien, je crois que si on éradique déjà l'impunité de manière à ce qu'il n'y en a pas qui se sentent les hommes tout-puissants qui peuvent se permettre n'importe quoi, on va casser déjà cette méfiance. Oui, vous en parlez, la méfiance, ça s'observe. Il y a méfiance puisqu'il n'y a pas confiance. Il y a méfiance puisqu'il n'y a pas confiance. Il n'y a pas confiance. Le peuple n'a plus confiance dans la classe dirigeante. Parce qu'il suffit de suivre les réseaux sociaux. Tout ministre qui pose un geste, tout de suite on voit le détournement de l'argent. Sans essayer de comprendre non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des précédents. Ouais. Parce qu'il y a eu des gens qui ont posé ce genre d'actes avant sans être sanctionnés, sans être punis. Donc, le devoir que nous avons aujourd'hui n'est pas seulement de parler, il faut aussi prêcher par l'exemple. Il faut éduquer notre masse populaire. Ce n'est pas parce que, évidemment, on dit un échaudé, il craint même de l'eau froide. Voilà, quelqu'un qui a été mordu par un serpent, il a peur même d'une herbe qui le frôle. C'est vrai. Mais si on s'arrête à ça, on ne progressera jamais. Il y a aujourd'hui changement de régime. Avant de critiquer négativement, on devrait faire un effort pour encourager ceux qui posent les actes. Et seulement le devoir de redevabilité fera que c'est lui qui a posé des actes et qui revient pour expliquer. Si son explication ne convainc pas, alors à ce moment-là, on peut se poser la question. Le contrôle parlementaire sur l'exécutif, c'est quelque chose qui doit être présent en permanence. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ceux qui sont aux responsabilités du pays doivent travailler non pas pour eux, mais pour le peuple. Ils doivent être surveillés et contrôlés. Et ils doivent rendre compte. Sans cela, cette méfiance va persister et on n'arrivera pas à ce qu'on recherche. Mais les pouvoirs publics eux-mêmes ont une grande responsabilité. Prenez par exemple le chômage et la pauvreté. Mais ça, c'est le fait du gouvernement, des dirigeants, des pouvoirs publics. Absolument. Et puisque la pauvreté et le chômage exacerbent, si vous voulez, la haine et donc les conflits au sein de la société. Je viens de le dire en d'autres termes. Le chômage vient de quoi? C'est qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Dans un pays où on ne produit pas, parce que notre pays ne produit pas, nous vivons quasi de l'exportation, de l'importation de tout. Les usines, les industries, nous n'en parlons même pas. Mais ça vient de quoi? C'est de la politique. C'est le pouvoir politique qui n'a pas fait ce qu'il faut pour combattre ce chômage. Il faut
Aujourd'hui, il y a un programme du gouvernement. Vous avez vu le ministre de petites et moyennes entreprises, parce que c'est l'entrepreneuriat de jeunes résout beaucoup de problèmes de chômage dans ce pays, est en train de s'activer. Il n'était pas plus tard qu'hier, il était à Goma, où on est en train de travailler pour stimuler l'entrepreneuriat de jeunes, pour faire en sorte que l'industrie puisse... Il y a beaucoup de projets du gouvernement qui vont aider à résoudre ces problèmes, parce que si on ne résout pas ces problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des antivaleurs, ce sont des méfaits de fléaux qui ne pourront jamais faire en sorte que dans la société, les gens puissent s'entendre, vivre dans l'harmonie. Pourquoi? Parce que la répartition justement des richesses nationales ne peut pas se faire de manière équitable. Quand il y a des chômeurs, ben, ils n'ont rien. C'est dommage qu'avec les richesses que nous avons dans ce pays, nous ne sommes pas capables d'arriver ne fût-ce qu'à obtenir d'avoir un revenu minimum à tout citoyen. Qu'il soit au travail ou au chômage, il a un revenu. Nous en sommes capables, mais seulement la manière dont les richesses nationales sont gérées ne permet pas cela. Et donc il faut aujourd'hui, la reconstruction du pays doit passer par tous ces éléments-là. Alors, bannir tous les antivaleurs, tous les antivaleurs que nous venons de citer, le chômage, la pauvreté, les injustices, le non-respect de la loi et consorts, évidemment, ça nous sommes en train de vivre tous les jours, mais maintenant nous devons, monsieur le ministre, établir sur les voies de sortie. Quels sont les moyens d'action qui devraient être à notre disposition pour le rétablissement d'une société équitable, juste, honnête, où il faudrait vivre. Oui, je pense que la première chose pour moi, et je pense que le chef de l'État l'a compris, c'est le rétablissement d'un État de droit. Parce que si dans un état de droit, il y a deux choses importantes. C'est le respect de la loi. Tout le monde est soumis à la loi, c'est-à-dire la justice est réellement indépendante pour sanctionner les fautifs, les contrevenants, et le respect des droits fondamentaux des citoyens. Je pense que c'est cette première étape-là, si on arrive à... Et nous sommes en train d'y arriver, je pense que nous avons déjà ouvert la porte vers l'état de droit. Ça se voit. Je n'ai pas énuméré tous les faits, toutes les actions qui ont été posées, notamment par le chef de l'État, pour montrer que nous entrons dans un état de droit. Si nous arrivons à cet état de droit, c'est tout à fait normal qu'il n'y aura plus de corruption. Il y en aura, mais au moins ceux qui sont corrompus seront sanctionnés. Il n'y aura pas de vol de deniers publics, il n'y aura pas coulage de recettes. L'État va avoir les moyens d'abord pour ses actions. C'est-à-dire quoi? S'occuper de projets de développement, s'occuper du social des citoyens. Dès lors, il y aura une répartition relativement juste des revenus. Dès lors, on peut espérer sortir de la pauvreté, sortir de la misère, et donc espérer que dans ce pays, que nous ayons des milliardaires, des riches, comme le président l'a dit, il va créer des milliardaires congolais. Alors, il faudrait, on a dit, je ne sais pas, vous en avez parlé, peut-être qu'on n'est pas encore allé, qu'on n'est pas allé trop loin, une campagne de sensibilisation ou d'éducation de la grande masse afin de pouvoir bannir ces antivaleurs. Merci de me le rappeler. Je ne l'ai pas dit formellement en disant que mon passage ici, c'est un début de tout un
programme, tout un plan que nous sommes en train d'élaborer pour aider justement les chefs de l'État dans le renforcement de la cohésion de l'unité nationale. La télévision, évidemment, et les médias, les différents médias, c'est un moyen à travers lequel nous pouvons atteindre plus de monde pour sensibiliser. Mais dans notre GBCR, nous avons le projet d'aller vers les différents leaders politiques, les différents leaders religieux, les différents leaders d'opinion, organiser aussi dans les milieux estudiantins et dans les milieux populaires, de sorte je n'appellerai pas ça causerie morale, non, des échanges, des conférences. Il faut que nous arrivions à faire en sorte que ce message atteigne le plus de monde possible. Mais cela ne suffit pas. Il faut que le gouvernement puisse trouver le moyen de renforcer cela de manière officielle, publique, et suivre cela, parce que dans notre pays, la plupart du temps... De l'enseignement, en réformant l'enseignement, par exemple. Les réformes de l'enseignement, j'en avais déjà parlé la fois passée. Il y aura un grand chantier de réforme dans l'enseignement. Je pense que ça sera l'occasion d'insérer dans le programme de l'enseignement le civisme, le patriotisme. Ce sont des notions qui doivent être inculquées dès le bas âge, dès l'école primaire, secondaire, etc. Et moi, je vais même plus loin. Tous ceux qui sortent des universités aujourd'hui, ce sont les jeunes qu'il faut encadrer. De la jeunesse surtout. Voilà, dans la manière de la gestion de la chose publique. Parce que ce patriotisme, ce n'est pas seulement les citoyens ordinaires qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas le niveau d'instruction suffisant, même nos universitaires, la plupart de nos cadres, on n'a pas ces notions qui sont fondamentales. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse, en tout cas, adhérer à cet enseignement, une sorte d'enseignement, si vous voulez. Comment avez-vous apprécié, monsieur le ministre, nous avons suivi le compte rendu de la dernière réunion du gouvernement, où on parle de la redynamisation, par exemple, du service national. Je suis preneur. Je vous dirais que je suis preneur. C'est un service qui est rattaché à la présidence. Ouais. En tant que ministre près le président de la République, ce service m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Ce service national, c'est un service qui devrait rendre beaucoup de services aux jeunes. Le service national, finalement, c'est un service dans lequel tous ces jeunes qu'on récupère à travers les groupes armés devraient suivre une certaine formation civique, etc., paramilitaire, si vous voulez, et surtout apprendre à se réinsérer dans la société. Mais ce service national qui contient tant de potentialités humaines, on peut l'utiliser dans le secteur de l'agriculture. Ce service national, on peut l'utiliser à faire beaucoup de choses dans ce pays. Parce que ce sont des jeunes dynamiques qui peuvent faire un travail d'où ils tirent d'ailleurs un revenu pour pouvoir aussi. Non seulement l'éducation professionnelle, mais également l'éducation morale, civique. C'est ce que je viens de dire. Donc, il faut réinsérer ces jeunes dans la société, non seulement en les rééduquant, mais en leur apprenant une sorte de métier. Il faut qu'ils s'adonnent à faire quelque chose qui va faire en sorte que ça deviendra des citoyens utiles dans la société. Le service national, c'est important. Ça peut nous permettre de récupérer tous ces jeunes de la rue qui sont en train de traîner, qui ne font rien. Ça peut nous permettre de résoudre le problème de chômage des jeunes. Et donc, le président de la République a vu juste
il faut redynamiser le service national parce que ce service nous aidera justement à résoudre beaucoup de problèmes de chômage des jeunes, à permettre aux jeunes de se réinsérer dans la société, d'avoir un job qui leur rapporte et surtout de vaincre cette fléau de vagabondage et d'insécurité. D'insécurité, de banditisme et tout voilà. Ça. Alors, vous avez relevé, je crois que ce sera peut-être ma dernière question, vous avez relevé toutes ces antivaleurs, mais je vais quand même essayer de coller tout ça à une question d'actualité. Vous êtes au gouvernement, ça fait une année. Aujourd'hui, c'est l'an 1. Exactement. Mais qu'est-ce que vous, gouvernement, évidemment, vous n'êtes pas porte-parole, mais vous êtes quand même mieux placé pour ça. Est-ce que le gouvernement auquel vous faites partie a eu à prendre à bras le corps tous ces éléments que nous sommes en train d'exploiter ici et qui sont en train de miner et si vous voulez l'existence ou l'avenir de la société? L'an 1, c'est à la fois beaucoup et rien du tout dans la vie d'un homme, et particulièrement dans la vie du gouvernement. Surtout que cette année a été amputée de pratiquement la moitié de l'année. La pandémie à Covid a déstructuré tout le fonctionnement de l'État et du gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que ce gouvernement n'a pas travaillé. Je ne peux pas faire le bilan du gouvernement parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. C'est le travail du Premier ministre, évidemment. Mais je peux déjà donner quelques éléments qui sont simples à regarder. Sous l'autorité du président de la République, ce gouvernement, contrairement au régime précédent, en un an, ce gouvernement s'est réuni près de 45 fois. Donc les réunions du gouvernement sont quasi hebdomadaires. Donc chaque semaine, il y a réunion du Conseil des ministres. Ce n'est pas pour papoter, non, c'est pour travailler. Parce que je vous dirais que de ces réunions, il est sorti des décisions. Pas moins de 300 décisions du gouvernement. Il faut les appliquer. Qui doivent être appliquées. Et c'est la phase dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, c'est l'application de ces décisions, c'est la mise en pratique. Beaucoup ont été déjà appliqués, exécutés. Je répète que je ne peux pas faire le bilan du gouvernement, mais en un an, on ne peut pas dire que le programme du gouvernement peut être exécuté à autant. Non, parce qu'il y a encore 4 ans à venir. Paris n'a pas été construit en un jour, et même le bon Dieu, qui est le Tout-Puissant, a mis 7 jours pour construire le monde. Alors, nous avons terminé l'émission. Un tout dernier message, un appel. Merci, c'est le message que je vais encore peut-être répéter. Notre pays a des potentialités. Nous avons un pays, et c'est l'unique patrimoine que nous avons, nous tous les Congolais, le patrimoine commun que nous avons, que nous devons protéger, et ce pays est bourré des richesses. Les richesses qui font le bonheur des autres, et pas de nous-mêmes les Congolais. Pourquoi? Parce que justement, nous n'arrivons pas à nous organiser, nous n'arrivons pas à travailler ensemble, nous n'arrivons pas à avoir, à penser, à vivre de manière harmonieuse ensemble, de former cette unité qui est indispensable au travail cohérent qui va nous permettre de développer ce pays, d'exploiter ses richesses et de les redistribuer de manière équitable pour qu'enfin nous puissions vivre comme les autres. Et donc nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous mettre ensemble dans la cohésion, dans l'unité, pour faire ce travail et atteindre cet objectif.
Merci beaucoup, docteur André Kavanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris que chacun, là où il est agent de la consolidation de cette unité nationale, de cette cohésion nationale. Ce n'est pas le travail du seul gouvernement ou de nos dirigeants, c'est le travail de tout le monde. Tout le monde devrait être acteur pour pouvoir, au fait, faire de ces pays un paradis où tout le monde devrait pouvoir évoluer, bien entendu, dans le respect de la loi. Nous vous disons donc merci au terme de cette deuxième édition. Rendez-vous dans 15 jours avec le 3e numéro, avec le même invité ou peut-être avec d'autres invités. Merci docteur, merci madame, merci monsieur.